Merci Alioune. Si je suis là avec ma culture de la société civile, mais en tant que militante de la démocratie. Je voudrais rappeler quelques principes pour qu'on comprenne davantage l'importance des jeunes et des femmes dans le jeu démocratique. La démocratie, elle implique une acceptation de la non-concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité et la subjectivisation auprès de certains leaders et des politiques. Il faut absolument des mécanismes populaires de représentation et le fait de rendre compte. Ça, c'est un principe important. S'il y a démocratie, il y a nécessairement compétition, mais aussi conflit. Et la compétition et les conflits exigent le fait de retourner constamment vers un dialogue et la construction de consensus. Sans cela, on ne peut pas parler de démocratie et il faut, si nous voulons préserver la stabilité de cette démocratie, mais aussi l'adhésion populaire et le fait qu'on construise en même temps une légitimité sur le plan moral, l'engagement et l'allégeance. S'il n'y a pas de légitimité, à ces niveaux-là, on ne peut pas parler de démocratie. Et le fait que la société civile soit en première ligne, avec une restructuration nécessaire de l'espace public et la mobilisation de différentes manières des groupes indépendants et les associations de la base, c'est ça qu'on peut appeler la sève de la démocratie. Donc, une société civile forte, une restructuration de l'espace public, la mobilisation des différents groupes indépendants et des associations à la base. Sans cela, il n'y a pas de démocratie. Et on va le voir que ce qui constitue véritablement les deux mamelles de la démocratie, en tout cas partout dans le monde, mais particulièrement dans nos pays, ce sont les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes, mais il y a un élément dont il faudra absolument tenir compte, c'est l'importance de la laïcité. On ne peut pas construire une démocratie avec l'implication surtout des femmes si l'espace laïque, à partir d'une séparation entre la politique et la religion, n'est pas une réalité. On a besoin de cet espace pour que les minorités puissent s'exprimer de façon libre, égalitaire, démocratique. Et quand je parle de minorités dans ce pays, je pense d'abord aux femmes, mais aussi à la minorité religieuse et enfin à la jeunesse. Sans ça, on ne peut pas construire la démocratie. Et toute l'histoire politique de ce pays repose sur ces deux entités, les hommes, les femmes et les jeunes. Depuis les luttes pour l'indépendance, je commence par les femmes, elles ont joué un rôle de premier plan, mais ce qui se passe dans notre histoire, c'est que la mémoire collective gobe systématiquement les femmes. Même, je peux dire, dans l'histoire politique, depuis Lamine Gueye, les femmes ont été extrêmement dynamiques, importantes dans le jeu politique et la démocratisation. Malheureusement, au fur et à mesure que le pouvoir se conquiert, les femmes sont marginalisées et reléguées au second plan. Ça, c'est le premier élément, et l'élément essentiel. Les partis les plus puissants et les partis les plus forts ont été les partis où les femmes ont joué un rôle, mais ont constitué le substrat de ces partis et participé à la fois sur le plan financier, donc sur le plan économique, mais en termes de mobilisation, d'organisation, et le parti qui en a le plus bénéficié dans ce pays est le Parti socialiste. Toute l'histoire du Parti socialiste, depuis le MJ, le PS, l'UPS, jusqu'au Parti socialiste, ce sont les femmes essentiellement qui ont composé, si vous voulez, ce substrat. Et le Parti socialiste, par exemple, même du point de vue économique,
et des capacités de mobilisation, il faudra signaler le rôle que les femmes, par exemple, commerçantes, ont joué. Elles ont beaucoup contribué sur le plan financier, même si elles ont bénéficié de part et d'autre de passe-droit et de possibilités. Mais les femmes ont fait le pouvoir socialiste depuis la période senghorienne jusqu'à la chute de Abdou Diouf en 2000. Parce que s'il y a changement en 2000, c'est parce qu'il s'est posé un problème. À partir de 2000, quand on faisait les enquêtes, d'abord il y a le rôle de la société civile au sein des organisations des droits des femmes, mais surtout la naissance, si vous voulez, de mouvements transversaux dans ce pays. Je pense au Conseil sénégalais des femmes, par exemple, le COSEF, mais le caucus au niveau du Parlement, où les femmes des différents partis se retrouvaient pour, en tout cas, faire avancer, avancer la paix au sein des partis politiques. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1960-80, avec le multipartisme intégral, jusqu'en 2000? C'est parce qu'il y a eu des mutations au sein, justement, des organisations de femmes. On n'a pas assez étudié, et par pudeur, on n'en parle pas beaucoup, mais comment on gère les femmes à l'intérieur des partis est un élément intéressant, important, et ça a permis aux hommes, et ça permet encore aux hommes, d'avoir la mainmise non seulement sur ces structures-là, mais de pouvoir renforcer leur véritable pouvoir à partir d'un contrôle des femmes. C'est ce contrôle des femmes que nous n'avons pas assez étudié et comment se manifeste ce contrôle des femmes par les hommes politiques de façon générale. Mais, pour faire vite, à partir de 2000, on a eu la première alternance, c'est parce que simplement, les femmes ont changé leur façon de voter à partir de 2000. Elles ont commencé, moi j'ai eu à faire des enquêtes dans la région, dans une ville comme Bakaïr, j'ai rencontré des femmes. Et voilà ce qu'elles me disaient à l'époque. Nous, femmes, nous avons tout obtenu du Parti socialiste. Moi, j'ai tout obtenu du Parti socialiste. J'ai été à la Mecque, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais pour la première fois, je vais changer ma façon de voter. Parce que mon mari est au chômage, il ne travaille pas. Je ne sais pas quel sera l'avenir de mes enfants. Pour la première fois, le vote des femmes n'est plus un vote structuré autour du mari, du vote du mari ou du vote des enfants. Elle a eu un vote autonome. Et ce vote autonome des femmes qui a permis en 2000 l'alternance démocratique. D'ailleurs, quelqu'un comme Abdoulaye Wade a compris assez tardivement ce qu'il pouvait tirer justement de ce vote des femmes. Ils ne s'étaient pas rendus compte, ils n'ont pas fait assez d'études pour comprendre que le changement est venu intervenir avec les femmes. C'est plus tard qu'il a voulu instrumentaliser ce phénomène et on en arrivera à la parité. J'y passerai très rapidement. Donc les femmes ont changé leur façon de voter. Elles ont compris. Et à partir de ce moment, il y a eu un changement extrêmement important qui va se reproduire en 2012. Et on voit les femmes, à travers la société civile, leurs organisations, que ce soit les femmes paysannes, les femmes avec toutes les formations qu'elles ont reçues par les organisations de la société civile. Et là où l'État ne pouvait pas être, il y avait toutes les organisations de la société civile dans les fonds fins du Fouta, vers Fongolémi, etc. Et il y a eu une transformation des mentalités extraordinaires et de façon très rapide à cause justement des organisations de la société civile. Je passe très rapidement sur les femmes et on a eu, avec la pression aussi de la communauté internationale, des changements intervenus dans les structures de décision, la représentation, d'abord par le quota, la parité, etc. Et ça a accéléré, qu'on le veuille ou non, cette transformation au niveau des mentalités. Qu'est-ce que les femmes en ont? Les femmes en ont tiré quelque chose. Parce que ça va concomitamment avec des problèmes liés à la crise, surtout à partir des politiques d'ajustement structurel des années 80, l'arrivée d'Abdou Diouf. Mais les femmes ont utilisé un système qui leur était propre, c'est-à-dire l'histoire des classes d'âge avec les mbootaay, les organisations, et ça a été une réponse extraordinaire des femmes face à la crise. Et c'est ce qu'elles ont transféré d'abord, d'ailleurs, depuis la période coloniale, sur le plan politique, leur organisation systématique. Et ça, je crois que ça a beaucoup contribué à alimenter la politique. Un autre élément, avant que je le passe à la jeunesse, c'est que les femmes, elles ont compris tout cela, mais elles ne se sont pas arrêtées à ce niveau-là. Et on a vu en même temps un changement dans les revendications. Là où on revendiquait dans les années, pendant la période senghorienne, l'introduction des femmes dans le développement, IFD, après il y a eu des changements. Et
années 80, les années 80, d'abord le renouveau du principe de la démocratie, tous les débats sur la démocratie, même sur le plan religieux, ont été tournés autour des femmes. Donc le renouveau de la démocratie est lié intimement au rôle et au dynamisme des femmes, mais en même temps, les revendications des femmes vont changer. En passant on va revendiquer l'accès à la terre, l'accès au crédit, l'accès à l'éducation. Et pour la première fois, on a une masse critique importante de femmes issues des universités, parce que les premières femmes entraient à l'université seulement en 1960. Et la masse critique des femmes dans les années 80 a bouleversé les changements. D'ailleurs, je dis toujours à Ndioro, si on t'a enlevé justement du ministère du Développement social dans les années 90, c'est parce que les hommes ont eu peur avec la grande conférence des femmes qui s'était tenue ici pour préparer Beijing un peu. Ils ont vu une irruption massive des femmes dans l'espace public, ils ont pris peur. Et ça a été, à mon avis, pas seulement ça, une des raisons pour lesquelles Ndioro Ndiaye a quitté Abdou Diouf, parce que tous les hommes avaient peur à cette période-là. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le dynamisme n'est pas lié. Je prends l'autre entité, qui est la sève nourricière, justement, de cette démocratie. On le voit depuis la période pré-indépendance. Mais 1968 constitue un tournant dans le rôle de la jeunesse, d'abord avec tous les mouvements dans l'éducation nationale, dans les écoles, les lycées, collèges, mais 68 a été un élément fondamental dans la transformation de notre système démocratique. Parce que sorti de mai 68, Senghor était obligé d'aller vers un multipartisme, si vous voulez, même limité. Mais au-delà du multipartisme limité, on était obligé de changer la structure de l'État en tant que tel, avec l'introduction d'un poste de Premier ministre, la création du Club Nation et Développement. Tout cela est lié fondamentalement à la crise de mai 68. Après, on a eu la crise de 1971, d'autres crises, les 68 sont dans la salle. Mais ce qui était important, c'est que ce sont les jeunes qui ont revendiqué tout le temps l'ouverture démocratique, en accompagnant les acteurs politiques, plus que nécessaire. Ils ont été le fer de lance, justement, de la démocratie sénégalaise. Et le tournant, fondamentalement, c'est 1988. 1988, il y a eu une irruption de la jeunesse sur la scène publique, dans l'espace politique. Et cette jeunesse qui a pris de court les hommes politiques, il fallait apporter une réponse. Et c'est là où c'était intéressant. Momar Koumba Diop et Mamadou Diouf ont fait une étude, on l'ont étudié, on en parlait dans leur livre « Le Sénégal sous Abdou Diouf », mais parce que les jeunes sont arrivés, ont surpris les hommes politiques, accompagnant Abdoulaye Wade, qui était là. Et toute cette période était la période que j'appelle la période d'intifada, avec les jets de pierre, nous tous, on était, et pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire du Sénégal, on a eu une année invalide. Bouba est là au niveau de l'université, pour des raisons strictement politiques, essentiellement politiques. Mai 68, on pouvait dire qu'il y avait les problèmes d'africanisation, tous les problèmes de revendication à l'intérieur de l'université, mais l'année invalide, c'était une année où il fallait la revendication porter essentiellement sur la politique, la démocratie. On ne peut pas, ce n'est pas un phénomène nouveau au Sénégal. Et ce qui était intéressant, la réponse qu'on avait apportée, que les acteurs politiques avaient apportée, était la suivante. Comment intégrer les jeunes dans le jeu politique? Et la réponse, c'était la baisse de l'âge du vote, qui passe de 20 à 18 ans. Et cet âge du vote était la réponse trouvée par le pouvoir socialiste à l'époque pour intégrer les jeunes et récupérer un peu leur rôle sur le plan politique. Et je me souviens, nous étions tous des acteurs du 7-7L, ça sont des phénomènes de revendication citoyenne politique. Et Mamadou Diop, qui était maire de Dakar à l'époque, avait trouvé le moyen, à travers les ASC, en dotant les jeunes de brouettes, de pelles, etc. Parce que c'est la grosse déception de 1988, où Wade n'était pas élu, qu'on avait transféré dans ce phénomène du 7-7L, qui était devenu un phénomène citoyen très important. Donc les jeunes font irruption à partir de ce moment, ils ne sont plus retournés dans les maisons, ils ont continué à faire de la politique. Et je signale l'importance, pendant cette période de 88, des médias.
Quand il y a eu l'élection présidentielle, le soir, on avait une émission à la RTS où notre amie Feu Mamba Signan, elle participait à cette émission, Sorna Dieng, qui était la directrice de la télévision, et je ne sais plus qui. Mais le fait de tourner Wade en dérision pendant cette période-là, le jour de cette élection, personne n'a demandé aux gens de sortir. Après la fin de l'émission, tout le monde était dehors et ça a été un élément fondamental. C'était l'élément, si vous voulez, déclencheur des événements de 1988. Après, on a eu 89, l'affaire des Mauritaniens. Et la jeunesse a continué sur cette lancée en investissant des structures qui étaient les structures universitaires, les lycées et collèges, etc. Parce que ça, c'est un élément qu'on a hérité de mai 68. Les étudiants allaient dans les lycées faire sortir les élèves et, disons, la conscientisation politique par l'école et les élèves et les étudiants, les élèves et les étudiants, c'est une réalité qui remonte à la période coloniale, mais qui remonte et qui a connu son point de non-retour en 1968 et 1988. Je vais bientôt terminer pour terminer sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, les femmes, il y a un élément fondamental, Tine l'a souligné tout à l'heure, c'est l'importance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les femmes sont pratiquement au même niveau d'information, qu'elles soient intellectuelle ou non intellectuelle. Moi, tout ce que je sais de TikTok, c'est ma sœur qui me l'envoie. Et pourtant, elle n'a pas fait d'études extraordinaires. Mais ce qu'elle sait, elle n'est pas la seule. Qu'on fasse des études ou pas, aujourd'hui, je vous assure que les femmes ont trouvé le moyen non seulement de s'informer, mais de participer par elles-mêmes au débat politique, à la conscientisation, etc. Je termine par ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, dans quelques années, les politiques ou les analystes vont faire des travaux intéressants sur la situation de la jeunesse sénégalaise. Son envie, pas seulement de faire de la politique, mais d'être le fer de lance des mutations et des transformations au sein de cette société. Je suis dans un panel, ce matin je discutais avec les membres de notre panel, et je leur disais, vous voulez la révolution nationale démocratique et populaire. Pour la première fois, ce qui se passe, c'est un pas important vers cette révolution. On dit oui, il y a trop de religions, etc. Je dis, mais c'est la composition de votre société. Mais cette revendication de la jeunesse et son implication dans le jeu politique actuel, c'est ça qui va apporter les transformations. Gilles, Tine le disait tout à l'heure, nous sommes à la fin de la décolonisation. Pour la première fois, c'est la fin de la décolonisation. Personne n'y peut rien. C'est comme ça. C'est l'histoire qui le fait. Mais en plus de la fin de la décolonisation, nous allons peut-être aller vers une révolution sociale. Par exemple, les acteurs et les cadres d'encadrement de notre société sont devenus obsolètes. Les cadres d'encadrement, il faut absolument autre chose. On ne peut plus continuer à gérer la société de la même manière. Moi, quand j'entends les discours sur les religieux, sur tel, etc., c'est-à-dire cette barrière qui constituait une sorte de soutoura a été enlevée aujourd'hui. Et on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques mois, dans quelques années. Il y a une révolution sociale qui est portée par les jeunes. Le jour où ils ne pourront plus aller, par exemple, sur les bateaux, Barça ou Barça, où ils n'auront plus leur leader pour incarner, si vous voulez, ce besoin de changement, à partir de ce moment, quel type de problème quel type de problème poseront en tout cas les jeunes Sénégalais. Et ce n'est pas seulement les Sénégalais. En même temps, il y a des éléments qui nous font espérer cette vision panafricaniste qui dépasse les frontières, qui est intéressante. Elle est intéressante, cette vision. Il y a des éléments, la rapidité avec laquelle l'information se partage et le rôle éminemment important de la diaspora. Ce matin, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt sur e-radio. Le rôle de la diaspora, ce sont des éléments, c'est-à-dire les frontières sont en train de tomber partout et les barrières. Et ce sont les jeunes qui portent cette révolution. Qu'est-ce que ça va donner? Peut-être l'avenir nous le dira, l'avenir proche. Je vais m'arrêter là. J'aurais pu continuer, j'ai encore des choses à dire, mais c'est vraiment important tout cela. Merci.